Bonjour à tous, voici donc la première émission d'une nouvelle série que j'ai l'intention d'entreprendre de manière assez régulière, peut-être tous les 15 jours ou peut-être même toutes les semaines en fonction de mon emploi du temps de travail et de mes disponibilités, afin de vous parler de l'actualité de mes travaux historiques et de l'actualité autour de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, par rapport aux publications, aux parutions, aux films, aux séries, etc. Enfin bref, reprendre un petit peu ce qui était l'ossature de mon travail sur le blog Idées pour l'Histoire, pour ceux qui l'ont suivi entre 2014 et 2021, et cette fois-ci utiliser le support de la vidéo pour toucher un plus grand nombre de personnes, je pense, puisque la vidéo est toujours plus accessible par sa nature même que l'écriture, et puis pour qu'on puisse garder un peu le lien de ce que j'ai pu faire avec l'émission de Régis de Castelnau sur Vue du droit. Voilà, puisque beaucoup d'entre vous ont réclamé à ce que je reprenne la parole. Alors je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas sur la guerre en Ukraine, c'est plus du tout d'actualité sur ce support en tout cas. J'invite tous ceux qui veulent suivre ce que je peux avoir à en dire ou à en penser au quotidien d'aller sur Veille Stratégique. Mais là, il est question d'histoire et d'histoire militaire et en particulier des travaux que je mène aujourd'hui. Alors avant de commencer à parler des travaux dans lesquels je suis engagé, on va d'abord parler de l'événement, entre guillemets, de ces derniers jours et qui concerne la 101e Airborne, puisque notre ami Vince Speranza est mort à l'âge de 98 ans après une vie extrêmement bien remplie et surtout après avoir fait le pèlerinage sur le secteur de Bastogne tout au long de ces 15 dernières années, si mon calcul est exact, pour pouvoir transmettre la mémoire de son expérience personnelle de cette bataille et puis aussi de ce qui s'était passé après pour lui. Vince Speranza faisait partie de ses remplaçants. On a un épisode de Band of Brothers qui leur est dédié, où on voit leur arrivée entre la campagne de Normandie et celle de Market Garden. Lui faisait partie du lot de ceux qui sont arrivés après Market Garden, ce qui fait d'ailleurs qu'il n'a jamais fait de saut de combat avec ses camarades, comme on a pu le voir dans la série, ou pour ceux qui sont familiers de l'histoire de la 101e, mais il a participé au secours de la garnison de Bastogne donc en décembre 1945 et 44 pardon jusqu'à début 1945 et puis ensuite il a été blessé, il a été évacué en Angleterre et il a ensuite regagné le front pour participer au dernier combat à partir d'avril 1945. Il a laissé d'ailleurs un témoignage très fort de la libération d'une partie du complexe concentrationnaire de Dachau. Je vous invite à fouiller, je mettrai en lien si possible la vidéo sur le long témoignage qu'il avait fait à Bastogne en 2019 pour le 75e anniversaire de la bataille, dans lequel il évoque à la fois donc Bastogne et puis cette partie de son expérience qui l'avait marqué vraiment très très fortement, et on peut le comprendre. Voilà, donc un salut à la mémoire de Vince Speranza, que j'ai en plus eu l'occasion de rencontrer deux fois, une fois donc pour le 75e anniversaire et puis une autre fois l'année dernière au mois de décembre. C'était son dernier voyage à Bastogne, pas son dernier voyage en France parce qu'il est revenu pour les commémorations du D-Day, mais en tout cas son dernier voyage à Bastogne au cours duquel il dédicaçait son livre, qui a été d'ailleurs publié à la fois en français et en anglais. Donc pour ceux qui veulent le trouver, je vous mettrai le lien vers, je ne sais pas, Amazon, de sites, enfin un site de librairie qui vous permettra de le commander. Ça vous donnera une idée plus approfondie d'ailleurs de son parcours. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil, le petit hommage à Vince Speranza.
et donc ça nous montre aussi que cette génération est en train de s'éteindre, hein, les 98 ans pour lui, il y en a de moins en moins, et bien évidemment pour ceux qui sont de l'US Army ou des Marines ou de l'US Air Force ou de la Navy, hein, bien évidemment, le fait d'être aussi âgé ne facilite plus le pèlerinage vers l'Europe. Donc je pense que là, pour le prochain anniversaire de Bastogne, comme pour le 80e anniversaire du débarquement, ce sera probablement la dernière fois qu'on verra des vétérans américains qui ont participé à ces campagnes-là sur le sol français, belge ou néerlandais. Voilà en ce qui concerne ce petit hommage. Alors en ce qui concerne les travaux, certains ont pu remarquer que j'avais publié pas mal d'articles ces derniers temps dans le dernier numéro de Ligne de Front, hein. Voilà, donc des éditions Caractère. J'espère, voilà, vous le voyez bien qu'il n'y a pas trop de reflets. Alors ce numéro, c'est le numéro 103, il est encore en vente, mais pour peu de temps, hein, le prochain numéro va sortir. Et dans ce numéro, j'ai commis 3 articles, dont un qui vraiment a été, enfin qui est le cœur du magazine, hein, sur la façon dont l'armée française aurait pu probablement faire beaucoup mieux, ou en tout cas mieux que ce qu'elle a fait pendant la campagne de France de mai-juin 40. Je vous invite à lire ce dossier. Il y a également un papier sur les Festungsplatz de la Wehrmacht à partir de 1944, hein, la façon dont Hitler a voulu remettre au goût du jour les forteresses, les villes forteresses, chargées de constituer comme une espèce de digue face à l'assaut, aux assauts et aux opérations multiples de l'armée soviétique, pour tenir le terrain en vue de contre-attaques tout à fait hypothétiques et fantasmées. Ça donne une bonne idée de ce qu'a été la fin du national-socialisme à partir de 1944 et la fin de la Wehrmacht sur le front oriental. Et puis il y a également un petit papier et qui, de manière un petit peu prémonitoire, revient lui aussi sur la 101e Airborne. C'est le papier qui s'appelle Carrefour sur l'île. Ce papier est le premier, je crois, en français à disséquer la deuxième, enfin la seconde action la plus connue de la Easy Company sous les ordres du lieutenant puis du capitaine Winters. La première, c'est le manoir de Brécourt le 6 juin 44. Et là, ça se passe en octobre 1944. On est après Market Garden. Et la 101e est malheureusement une fois encore consommée au-delà de ses missions de troupes aéroportées dans des missions de combat d'infanterie, hein, faute d'effectifs suffisants. Et donc, cette action est là encore l'objet d'un épisode de Band of Brothers, mais j'ai découvert, je me disais qu'il était intéressant pour le magazine de revenir un peu sur les combats de cette unité qui sont finalement pas souvent abordés en français, contrairement à ce qu'on peut croire, à part en Normandie, et donc de revenir là-dessus et de découvrir que Winters a toujours considéré que c'était sa plus brillante opération tactique, qu'il la voyait comme étant un aboutissement encore plus important que l'attaque du manoir de Brécourt le 6 juin 44. Donc je vous invite à lire cet article parce qu'il est absolument passionnant. Il est recoupé sur à la fois le témoignage de Winters et puis celui de ses camarades tels qu'ils ont été publiés par l'historien américain dont le nom va m'échapper, mais enfin c'est pas grave, hein, celui qui a écrit le livre qui est consacré à la Easy Company. Et donc voilà, ça donne une bonne idée de ce qu'a été cette action, au-delà de ce qu'on voit dans la série, qui bien évidemment est obligé de condenser certaines choses, et puis de comprendre pourquoi Winters, à la fin de sa vie, a dit voilà, ça c'est l'action la plus importante que j'ai commandée sur le terrain
avec succès. Voilà pour ce qui est de ligne de front, et donc le numéro 104 est parti chez l'imprimeur la semaine dernière vers le 1er 2 août, et donc vous l'aurez en kiosque ou vous le recevrez si vous êtes abonné dans les jours qui viennent. Je pense que pour la fin de la semaine, début de semaine prochaine, ce sera partout en kiosque ou dans vos boîtes à lettres. Et là vous verrez, j'aborde, j'ai encore eu la chance, Yanis Kadari m'a donné le moyen de m'exprimer sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, à savoir la doctrine anglo-saxonne en Normandie et sa capacité à délivrer de quoi percer le front allemand en Normandie. Vous verrez, c'est dans la lignée de ce que j'avais écrit il y a 2 ans maintenant sur la poche de falaise, en approfondissant cette thématique, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui, après les travaux qui ont été faits sur le front de l'Est et sur l'art opératif, auquel j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice dans certains hors-séries, dans certains articles, il est intéressant aujourd'hui de voir comment les Alliés, eux aussi, se sont retrouvés face à la machine de guerre allemande en position offensive, et comment ont-ils ou non été capables de percer les défenses allemandes, avec quels outils, à la fois doctrinaux et puis bien évidemment matériels, et aussi avec la qualité de leurs officiers. Donc voilà, le gros dossier du prochain ligne de front qui sera en kiosque sous maximum, je vous dis, une semaine, 10 jours, est autour de la thématique de percer le front en Normandie. Et c'est d'ailleurs aussi la problématique, donc je l'ai dit, que j'ai abordé sur la poche de falaise il y a 2 ans dans un hors-série de bataillers blindés, mais c'est également l'axe de travail que j'ai voulu fouiller dans mon livre sur la bataille des Ardennes, dont je vous donne tout de suite des nouvelles, hein, ceux qui ont suivi à travers ma page Facebook professionnelle les annonces que j'ai pu faire sur la fin de rédaction du manuscrit, etc. On a eu au départ l'idée de peut-être le sortir pour cette année, et puis par rapport au calendrier, par rapport aux problèmes de production qui touchent le milieu de l'édition et de la presse en général, avec les approvisionnements de papier, les coûts, etc., et bien évidemment le 80e anniversaire de l'événement l'année prochaine, on a décidé avec Yanis Kadari que vraisemblablement ce livre qui est terminé, hein, dont la rédaction est achevée depuis le mois de mars dernier, sera publié à l'occasion du 80e anniversaire l'année prochaine, pour la rentrée scolaire vraisemblablement, pour être dans les bacs et sur les étagères des libraires au bon moment. Voilà. Alors, pour patienter, bien sûr, le gros thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est cet ouvrage dont vous avez entendu parler pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Hein, c'est mon travail sur le 3e Panzerkorps de 1942 à 1945, donc uniquement sur le front de l'Est, hein, face à l'armée rouge. Donc ce travail, pour ceux qui me suivent, il a été achevé il y a déjà presque 18 mois, et pareil pour des problématiques de planning, de mise en route, etc., de travail sur les sources iconographiques, sur de la cartographie, etc. Il a pu voir le jour là cet été, hein, il est sorti officiellement le 1er août dernier, et vous pourrez apprécier, hein, je vous donne quelques petits extraits, hein, aussi bien en termes d'iconographie que de cartographie. On a vraiment essayé de faire un travail vraiment très professionnel et qui met en valeur l'unité et les sources qui étaient disponibles. Tout ça pour un ouvrage qui fait quand même 192 pages, hein, donc il y a de la matière, et dont l'idée m'est venue suite aux travaux que j'avais fait pour Batailler blindé, à la fois sur Kursk, bien évidemment, puisque c'est là que cette unité entre guillemets, fait ses premiers coups d'éclat. Hein. Alors c'était pas sa première opération, hein, puisqu'elle a été créée donc au printemps 1942, à la veille de l'opération Fallblau, qui avait pour objectif d'atteindre les puits de pétrole du Caucase. Elle a participé en pointe à cette opération pour se retrouver donc vraiment au plus près des objectifs stratégiques qui avaient été fixés par Hitler, sans pouvoir
pouvoir les atteindre. Elle a donc ensuite fait le chemin dans le sens inverse jusqu'au printemps 1943, et en juillet 1943, elle a participé à Kursk. C'est là que je me suis intéressé pour la première fois à cette unité et que je me suis dit, tiens, elle a également participé un petit peu plus tard aux opérations autour de l'encerclement de Kamenets-Podolsky, autour de Korsoum-Tcherkassy, donc son nom revenait assez souvent. On la revoit aussi à la fin de la guerre en Hongrie, donc l'idée qu'elle avait vraiment joué un rôle central et pourtant peu mis en avant par l'historiographie, y compris en langue anglaise, m'a un peu surpris. Donc je me suis dit, voilà, il y a un vrai travail d'exploration à faire, et grâce à l'accès à une partie des archives concernant directement l'unité, mais aussi concernant les unités auxquelles elle a été rattachée au cours de sa carrière, entre guillemets, on a pu tracer un historique assez complet. On a quelques petits trous noirs sur des opérations secondaires, faute notamment à la fois d'iconographie et de cartographie, mais enfin, grosso modo, vous pouvez la suivre à travers on a 8 chapitres, hein, depuis la campagne sur le Don jusqu'à la Hongrie, donc en passant par la Hongrie en 1944 avec Debrecen, par la lutte en Pologne pour tenir tête aux pointes de l'opération soviétique sur Love-Sandomierz, etc. Donc vraiment, pour la première fois, aussi bien en français qu'en anglais, on a, et même en allemand, je le précise, parce que bien évidemment, j'ai cherché à savoir si les historiens allemands avaient travaillé sur cette unité, on a pour la première fois un historique qui est complet, on va dire à 95%, sur cette unité qui a donc autant combattu, et dans des combats tout aussi importants, que les grandes unités de la Waffen-SS ou de la Wehrmacht. Hein. Au sein de ce Panzerkorps, on a eu des divisions de la Waffen-SS qui ont servi, tout en étant bien évidemment rattachées, détachées au gré des missions. On a eu des unités étrangères hein, également, au début dans la campagne vers le Don, puis ensuite vers le Caucase. On a eu une unité de montagne de l'armée roumaine, avec laquelle on a toute une problématique de logistique qui est assez représentative de la façon dont l'armée roumaine fonctionnait. Je vous laisse découvrir. Et puis on a aussi des unités hongroises hein, qui sont rattachées à l'automne 44. Donc voilà, c'est vraiment une unité très importante sur le front de l'Est, qui est commandé en plus par un général des troupes blindées Braith, qui est vraiment quelqu'un qui a laissé son empreinte dans l'histoire de la Panzerwaffe comme chef du 3e Panzerkorps, hein, qui a exécuté donc des missions qui sont remarquables. Et puis, autre pan très important que j'ai pu mettre en valeur et dont on va fêter le 80e anniversaire dans les jours qui viennent, cette unité a participé à la dernière bataille de Kharkov hein, en août 1943. Donc là encore, je vous invite à découvrir tout ça dans ce livre. Donc je mettrai le lien vers le site des éditions Caractère pour que vous puissiez vous le procurer ou que vous ayez les références pour le commander auprès de votre libraire préféré ou sur votre plateforme préférée. Voilà, donc ça c'est le gros morceau qui vient de sortir, qui va faire l'actualité, je pense, pour les mois qui viennent, enfin les 2-3 mois qui viennent jusqu'à l'automne, et sur lequel je reviendrai peut-être en détail au gré des vidéos, au gré de vos réactions hein, aussi, parce que j'espère que vous prendrez plaisir à le lire et à réagir dessus. Et puis aussi, j'insiste sur un point qui est souvent oublié par les historiens militaires, notamment en ce qui concerne la guerre à l'Est, c'est que le 3e Panzerkorps indirectement a été impacté, notamment dans la première partie de son histoire à l'automne 1942, par la mise en place de la Shoah par balle par les Einsatzgruppen sur ses arrières, puisque dans le Caucase, les Allemands ont également poursuivi
jusqu'au dernier homme si possible. Les ressortissants juifs soviétiques qui venaient principalement des régions occidentales de l'Union soviétique et qui avaient été évacués en 1941 devant l'avance allemande, eh bien, en 1942, sur les arrières des unités allemandes et donc du 3e Panzerkorps, qui se déversent vers le Caucase, on a un Einsatzgruppen qui vient ratisser le Caucase, qui a tout pouvoir pour opérer sur une superficie de territoire qui est absolument immense, pour assassiner à tout prix 45 000 ressortissants juifs soviétiques, hein, et dont la majorité sont des évacués. Il y a quelques communautés juives qui sont également présentes dans le Caucase. Et cette traque absolument abjecte a des conséquences indirectes sur les combats et sur les grandes unités de la Wehrmacht qui doivent avancer le plus loin possible et le plus vite possible pour récupérer les puits de pétrole. Eh bien, c'est justement le problème de l'approvisionnement en carburant, c'est-à-dire que les Einsatzgruppen sont prioritaires sur les unités militaires en termes d'accès aux maigres ressources qui sont à la disposition de la Wehrmacht dans ce secteur du front. Les lignes de logistique sont étirées sur des centaines de kilomètres. La zone n'est pas connue pour avoir un réseau routier ou ferroviaire très dense. Hein, donc les engins et aussi bien les engins de combat que les engins de transport souffrent énormément, consomment beaucoup d'essence, mais malgré tout, malgré ces besoins militaires objectifs, eh bien les Einsatzgruppen qui sont en charge de mettre en place la solution finale du problème juif en Europe sont prioritaires sur les unités de combat pour accéder à ce précieux carburant pour mener les exécutions à leur terme. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, qu'on ne voit pas beaucoup évoqué par les historiens militaires. Je tiens à remercier mon ami Marie Bitan pour m'avoir donné une partie des informations disponibles sur ce sujet. Et puis je souligne que j'ai également trouvé un document allemand du groupe d'armée Kempf, dont dépend le 3e Panzerkorps à la veille de l'opération Citadelle, hein, l'offensive sur Koursk, et dans lequel il est précisé que toutes les unités qui sont rattachées à cette armée groupe, donc le 3e Panzerkorps inclus, doivent signaler à la fois à la police militaire, mais surtout à la Gestapo, la présence sur leurs arrières de tout juif qui aurait encore survécu, donc là on est en mars-avril 1943, de tout juif qui aurait survécu à l'immense ratissage du territoire qui a été opéré par les Einsatzgruppen et qui se cacherait des autorités allemandes en utilisant des uniformes soit volés, soit fabriqués de toutes pièces. Hein, le document est assez saisissant. Je l'ai retrouvé dans les archives que les soviétiques détiennent sur la Wehrmacht, hein, les archives des documents capturés en 1945. Et donc voilà, quand on dit que la solution finale a été mise en œuvre uniquement par la SS ou par les services de sécurité du Reich, on se rend compte que la Wehrmacht en a bel et bien été l'auxiliaire dès que nécessaire, puisque si les feldgendarmes du 3e Panzerkorps ont trouvé ce type d'individus juifs qui se déguisaient en soldats allemands d'une manière ou d'une autre, ils les ont tous remis à la Gestapo, et bien évidemment on sait quel sort les attendait une fois entre les mains de la Gestapo. Donc la Wehrmacht a bien été un outil volontaire ou involontaire de la solution finale à l'Est, voilà, c'est quelque chose qui est connu par les travaux de beaucoup d'historiens, notamment Omer Bartov, etc. Mais il est important aujourd'hui, y compris dans ce genre de récit, de réinsister sur ces questions et d'éviter de séparer, entre guillemets, la Wehrmacht en tant qu'outil militaire du Reich de la Wehrmacht auxiliaire bon an mal an de la mise en place de la solution finale du problème juif. Voilà. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, ça fait partie des choses sur lesquelles je pense les historiens militaires, et en particulier français, doivent faire des piqûres de rappel dès qu'ils en ont l'occasion dans leurs travaux, et y compris quand on est sur des travaux qui sont essentiellement d'histoire militaire. Voilà. Donc j'espère que cette première petite vidéo vous plaira. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire, n'hésitez pas à la partager. J'essaierai de voir à mesure de mes disponibilités et du temps qui m'est imparti au fur et à mesure des semaines, ce que je peux faire en termes de post-production pour l'améliorer, etc. Mais en tout cas, bon voilà, le but c'est d'essayer au moins une fois par mois, peut-être 2 fois minimum, d'avoir un petit échange entre guillemets entre la caméra et vos commentaires sur les travaux sur lesquels je suis à la tâche aujourd'hui. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi pour tous les messages que j'ai reçus ces derniers mois au sujet de la qualité de mon travail sur l'Ukraine et de la tristesse de certains de me voir le stopper dans la formule qui était celle de l'émission de Régis de Castelnau. Je rappelle, je suis toujours avec mon équipe Surveille Stratégique. C'est une autre façon qui était celle d'avant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était pas parce que il y avait Régis de Castelnau et l'émission Vue de droit que je m'occupais de l'Ukraine, c'était quelque chose qui était là avant, et c'est quelque chose qui est là aussi après. Simplement, c'est un autre support, c'est une autre façon de fonctionner. Vous m'excuserez de préférer choisir les choses qui me paraissent le mieux pour moi, voilà. Et puis donc en ce qui concerne l'essentiel de mon travail d'historien, eh bien ces petits supports vidéo seront là pour compléter ce que je peux publier. Voilà. À très bientôt.